Illuminati. Ce nom seul évoque des images de complots mondiaux, de sociétés secrètes tirant les ficelles dans l'ombre. Mais que se passerait-il si je vous disais que la véritable histoire des Illuminati est à la fois plus simple et bien plus fascinante que tous les mythes qui l'entourent? Oubliez les théories du complot pendant quelques minutes. Nous allons remonter le temps, non pas pour confirmer vos peurs, mais pour découvrir la vérité historique, documentée, d'un groupe qui a existé, mais dont la réalité a été complètement déformée. Une société secrète qui se réunissait à la lueur des bougies, et qui, par ses idées, terrifiait les monarques et les dogmes établis. Voici leur véritable histoire. Pour comprendre les Illuminati, il faut d'abord comprendre leur époque. Nous sommes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en plein cœur du siècle des Lumières. Partout en Europe, une révolution intellectuelle est en marche. Des penseurs comme Voltaire, Rousseau ou Kant remettent en question des siècles de tradition, de superstition et de pouvoir absolu. C'est l'ère du rationalisme, une philosophie qui place la raison humaine au-dessus de la foi aveugle et du dogme. On cherche à comprendre le monde par la science, à organiser la société selon la logique et la justice. Mais cette effervescence se heurte violemment aux pouvoirs en place, les monarchies absolues, et une église toute puissante qui voine ces nouvelles idées comme une menace directe à leur autorité. C'est dans ce climat de tension, entre un ancien monde qui s'accroche à ses privilèges et un nouveau qui rêve de liberté, que notre histoire commence. Le 1er mai 1776, en Bavière, un État allemand profondément conservateur et catholique, un jeune homme de 28 ans fonde un ordre secret, les Perfectibilistes, qui seront bientôt rebaptisés l'Ordre des Illuminati. Cet homme, c'est Adam Weishaupt. Il n'est ni un sorcier, ni un conspirateur diabolique. C'est un professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt, une institution alors dominée par les jésuites. Weishaupt est un pur produit des Lumières. Il est frustré par le conservatisme de l'université et l'influence écrasante de l'Église sur l'éducation et la pensée. Il était un professeur rebelle qui prônait la raison. Son but ? Créer un espace où les esprits éclairés pourraient en se réunir pour discuter librement, loin de la surveillance des autorités. Son ambition ultime était de perfectionner l'humanité en la libérant de la superstition et de la tyrannie. Il voulait promouvoir la raison au-dessus de la superstition et croyait que l'éducation, et non la révolution violente, était la clé pour transformer la société. Comment fonctionnait cet ordre secret ? Loin des rituels occultes fantasmés, l'organisation de Weishaupt était méthodique, presque académique. Ça a commencé petit, avec seulement 5 membres, principalement des étudiants et des intellectuels réunis dans la clandestinité. Les nouveaux membres, appelés novices, passèrent par une période d'observation et d'étude. Ils devaient lire les grands penseurs des Lumières et rédiger des essais sur la morale et la politique. S'ils étaient jugés dignes, ils accédaient au grade de Minerval, en référence à Minerve, la déesse romaine de la sagesse. À ce stade, ils participaient à des réunions où ils débattaient de la liberté, du progrès scientifique et de la manière de réformer l'État et l'Église. Ils adoptaient des pseudonymes classiques comme Spartacus pour Weishaupt afin de protéger leur identité. La communication se faisait par des codes et des chiffres, une précaution nécessaire dans un État policier. L'objectif était de former une élite intellectuelle capable, à terme, d'infiltrer les postes clés de l'administration, de la justice et de l'éducation pour y diffuser subtilement les idéaux des Lumières. L'ordre a connu une croissance rapide. En quelques années, il comptait plusieurs centaines de membres, puis près de 2000. Son influence s'est étendue au-delà de la Bavière, touchant une grande partie du Saint-Empire romain germanique. Pour accélérer son expansion, Weishaupt a eu une idée stratégique. Infiltrer une autre société secrète, bien plus ancienne et répandue, la franc-maçonnerie. En 1767, un de ses plus proches collaborateurs, le baron Adolf von Knigge, a réformé les rituels des Illuminati pour les rendre compatibles avec les loges maçonniques. Cette tactique a permis de recruter massivement parmi les francs-maçons, attirant des nobles, des fonctionnaires, des écrivains et des officiers. Mais attention, il est crucial de ne pas confondre les deux. Si les Illuminati ont utilisé la franc-maçonnerie comme un vivier de recrutement, il restait une organisation distincte, avec un agenda politique bien plus radical et une structure bien plus centralisée. Cette association, cependant, sera à l'origine de nombreuses confusions et amalgames dans les futures théories du complot. Un groupe prônant la fin de l'absolutisme et la suprématie de la raison ne pouvait rester secret bien longtemps. Rapidement, ils se sont heurtés à l'Église et à l'État.
Des rumeurs ont commencé à circuler, alimentées par d'anciens membres mécontents. On les accusait de vouloir renverser les trônes et les autels, d'être athées, de prôner le suicide et l'empoisonnement. Le duc de Bavière, Charles Théodore, déjà méfiant envers les sociétés secrètes, a pris ces menaces très au sérieux. En 1784, un premier édit interdit toutes les communautés non autorisées par la loi. Puis, en 1785, un second décret vise nommément les Illuminati et les francs-maçons. La police se met à perquisitionner les domiciles des membres connus, saisissant des documents compromettants. Weishaupt est démis de ses fonctions à l'université et doit s'exiler. L'ordre est officiellement dissous. En moins de 10 ans d'existence, l'aventure des Illuminati de Bavière était terminée. Contraints à la clandestinité, ses membres se sont dispersés. La fin de l'histoire ? Pas tout à fait. Mais voici le rebondissement. Si l'organisation a été détruite, ses idées radicales, elles, ont survécu. Ces idées, qui nous semblent aujourd'hui si familières, étaient révolutionnaires pour l'époque. La tolérance religieuse, l'idée que la foi est une affaire personnelle et non une imposition de l'État. L'éducation publique et laïque, la conviction que l'accès au savoir pour tous, libéré du contrôle religieux, est le moteur du progrès. L'égalité des sexes, Weishaupt, chose rare pour son temps, était favorable à l'éducation des femmes et à leur admission dans l'ordre. Et bien sûr, des réformes politiques profondes inspirées par ces idées, visant à remplacer la monarchie par des formes de gouvernement plus républicaines et rationnelles. Ces idées ont échappé à la suppression. Elles n'avaient d'ailleurs rien d'exclusif aux Illuminati, elles étaient dans l'air du temps. Elles se sont infiltrées dans les grands mouvements des Lumières à travers toute l'Europe, portés par d'anciens membres ou simplement par la circulation des écrits. L'héritage des Illuminati n'est donc pas une organisation secrète qui perdure, mais une contribution, parmi d'autres, au grand courant intellectuel qui a façonné nos démocraties modernes. Alors, comment est-on passé d'un groupe d'intellectuels bavarois, dissous en 1785, à un mythe de domination mondiale ? La transformation commence presque immédiatement après leur interdiction. Des auteurs conservateurs, comme l'abbé Augustin Baruel en France ou John Robison en Écosse, publient à la fin des années 1790 des ouvrages à succès. Leur thèse : la Révolution française n'est pas un soulèvement populaire, mais le fruit d'un complot fomenté par les Illuminati, qui auraient survécu en secret pour détruire la chrétienté et les monarchies. C'est la naissance du mythe moderne. Avançons de plusieurs siècles, la perception change et s'amplifie. Au XXe siècle, des groupes d'extrême droite et des cercles ésotériques reprennent et déforment ces théories. Les Illuminati sont désormais accusés de tout. Les guerres mondiales, les crises financières, la création d'un nouvel ordre mondial. C'est un mélange de peur, de rumeurs tenaces et de récits astucieux qui transforment un fait historique en une fiction malléable, capable d'expliquer tous les maux du monde de manière simple et séduisante. Et puis, Internet est arrivé. La toile a agi comme un accélérateur de particules pour le mythe. Des forums, des blogs, des vidéos YouTube ont donné une tribune sans précédent aux théories les plus extravagantes. Le symbole de l'œil de la Providence, présent sur le billet d'$1 américain et associé aux francs-maçons, a été abusivement attribué aux Illuminati, devenant leur logo non officiel. La culture populaire s'est emparée du phénomène. Des romans comme Anges et démons de Dan Brown, des films, des jeux vidéo et d'innombrables artistes de la scène musicale ont joué avec cette imagerie. Pourquoi un tel succès ? Parce que ces récits offrent une explication simple à un monde complexe. L'idée qu'un groupe secret contrôle tout est, paradoxalement, rassurante. Elle donne un visage à l'anxiété, un coupable aux crises, un sens au chaos. Cela a transformé les Illuminati en mème de conspiration mondiale, un pur produit de la culture numérique, infiniment éloigné de la réalité historique. Faisons donc le point. Quelle est la vérité, une fois la fumée des mythes dissipée ? La vérité, c'est que les Illuminati historiques ont eu une courte existence. 9 ans, de 1776 à 1785. Ils n'ont jamais dépassé quelques milliers de membres, principalement en Allemagne. Ils n'ont jamais contrôlé de gouvernement, ni déclenché de révolution. Leur projet était avant tout idéologique. Diffuser les idées des Lumières pour réformer la société de l'intérieur, pacifiquement. Ils étaient bien moins omnipotents que la légende le prétend. Le groupe secret, qui contrôle le monde depuis des siècles, n'a, selon tous les historiens sérieux, jamais existé. C'est une fiction, une construction narrative qui a évolué au fil du temps pour répondre à différentes angoisses collectives. La prochaine fois que vous entendrez parler des Illuminati, souvenez-vous de cette histoire.
Le mythe est séduisant, mais la réalité historique est souvent plus instructive. Elle nous apprend que les idées peuvent être plus puissantes que les organisations et que la peur de l'inconnu est le terreau le plus fertile pour les théories du complot. Face à une affirmation extraordinaire, ayez le réflexe critique, demandez des dates, des noms et des sources vérifiables. La curiosité est le meilleur antidote à la désinformation. Pour plus d'histoires qui démêlent le vrai du faux, abonnez-vous à l'œil historique.